C'est charmant ici, hein, vraiment. Ouais. Et au fait, on fait quoi ici? Ici, on est dans l'antichambre du négoce, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Oh! Courage! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de discuter d'un métier du vin. En effet, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore abordé tout cet aspect des métiers qui composent le secteur et j'ai choisi de m'attaquer à cette thématique par celui qui est peut-être le moins facile, je veux parler du négoce. En effet, je suis en lien avec des maisons de négoce et des négociants en ce moment et je me suis dit que quand même, j'en avais pas nécessairement une belle image et que peut-être vous non plus, alors il fallait qu'on explore ça ensemble. Alors le négoce, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que c'est controversé? Et comment est-ce qu'on s'y retrouve lorsqu'on veut choisir son vin et qu'on est consommateur? On va voir ça ensemble et sans plus tarder. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin, comme on me l'a demandé, je m'exécute. Je vais vous proposer des cuvées que j'ai testées moi-même qui proviennent de négoce et qui sont plutôt stylées. Être négociant, c'est un métier et le négoce, c'est une pratique. En gros, c'est acheter et se procurer tous les éléments nécessaires pour faire son vin. Je reste volontairement ultra large parce qu'il y a plusieurs types de négociants tout simplement. On a dans un premier temps le négociant éleveur. Celui-ci, il va s'occuper d'une partie de la conception du vin. Quand je dis une partie de la conception, ça veut dire que l'implication est plus ou moins grande de la part du négociant. On peut avoir un négociant qui va assembler les raisins, donc il va récupérer les moûts, donc le jus de raisin si vous voulez, de plusieurs cépages ou de plusieurs domaines avec un seul cépage et il va les assembler ensemble pour la vinification. Mais il peut également souhaiter intervenir uniquement à la partie filtrage, donc là c'est lorsqu'il va filtrer le vin, on en avait parlé pour le vin nature, c'est le fait d'enlever les impuretés, ou alors il va uniquement acheter des bouteilles pour y apposer son étiquette et basta. On a également le négociant manipulant, donc c'est celui qui va acheter soit les moûts de raisin, donc le jus de raisin avant la fermentation, ou le vin directement en tranquille, donc les moûts de raisin après la fermentation, de façon à pouvoir produire et se charger de la production des bulles. Donc vous le voyez, le degré d'investissement du négociant varie vraiment en fonction de la personnalité et du domaine qu'il représente. Question. Est-ce qu'un vigneron peut être également négociant? Et la réponse est oui. On a l'image d'un vigneron qui possède ses terres, cultive son raisin, produit son propre vin et va le vendre. Eh bien oui, c'est vrai, c'est le but du vigneron, mais il arrive parfois qu'il aille acheter des raisins par exemple à ses voisins pour produire des cuvées qui sont un peu particulières, pour tester des choses ou bien même pour produire des entrées de gamme, tout simplement. Donc oui, le vigneron peut également être un négociant. Et dans ce cas-là, le vigneron va apposer sur la bouteille qu'il est négociant, ou en tout cas qu'il a cette casquette-là. Vous me suivez? Alors en France, on a une région qui est vraiment la star du négoce, c'est bien Bordeaux. Bordeaux pratique le négoce depuis le XIe siècle lorsque les activités commerciales étaient extrêmement fructueuses, notamment avec l'Angleterre. Et d'ailleurs c'est resté puisque dans le monde entier le négoce est pratiqué et on atteste que la France a encore ses particularités par rapport aux autres pays. Encore une fois, la France fait preuve d'exception et on n'est pas surpris du tout. D'ailleurs, je pense que c'est ici que l'on peut constater la controverse. Le métier du négoce, pour moi, il a deux écueils. Déjà, de 1, on ne connaît pas assez ce métier, et de 2, le peu qu'on connaît du métier, c'est une vision extrêmement négative, puisqu'elle est très axée business et commerce, ce qui est complètement en décalage avec l'image que l'on pourrait avoir du vigneron un peu bucolique qui se promène dans ses vignes et qui passe sa vie dans la terre et pas très commercial, certes. Mais il faut vous rappeler ici quand même que chaque métier vient avec son lot de positifs et de négatifs et c'est pas parce que l'on est négociant que l'on est le diable. Je vous le rappelle, certains vignerons pratiquent le métier de négoce pour leur propre compte. On a dit quoi déjà sur les apparences? Alors il y a bien entendu des éléments positifs dans le métier de négociant. D'une part, ils se considèrent pour la plupart comme étant des sélecteurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir pour rôle de sélectionner les meilleurs raisins qu'ils vont
acheter pour leur maison à eux. C'est un gage de qualité mais également de quantité. J'entends par exemple que le vigneron qui est propriétaire de ses propres terres va avoir un nombre maximum de raisins qui sont ceux qui grandissent sur sa propriété. Ce qui n'est pas le cas pour le négociant puisque le négociant peut aller chercher des raisins là où il le souhaite, en quantité qu'il souhaite. Et quelque part, ce métier et cette façon de créer le vin, ça garantit au consommateur un goût particulier, celui qu'il recherche dans le vin. C'est-à-dire qu'il n'a pas à se prendre la tête sur la manière dont est créé le vin, il est comme il l'aime et il va l'acheter tout simplement. Finalement, le métier de négoce, c'est un peu un moyen comme un autre d'arriver à une fin qui est faire plaisir aux consommateurs. Et il y a une dernière vision qu'on n'a pas assez, je trouve, du négoce, qui est un peu en termes de soft power, puisque c'est une manière comme une autre de faire parler de la France. Et le commerce du vin français est très étendu à l'international et notamment tenu par les négociants. Et donc le négoce représente une belle façon de faire connaître les produits de la France à l'étranger. C'est un peu nos ambassadeurs. Comme pour tout, il y a des détracteurs bien entendu qui diront que en réalité la quantité va primer sur la qualité. Certaines personnes diront qu'il s'agit de tricherie tout simplement, puisque je vous le disais, il n'y a pas de limite dans le métier de négociant, il n'est pas contraint par sa propre production, contrairement à un vigneron, et finalement il pourra toujours se procurer des raisins là où il le souhaite. Alors bien sûr, il y aura toujours des détracteurs pour ce métier. D'une part, certains diront qu'en réalité, la quantité prime vraiment sur la qualité, et d'autres expliqueront qu'il s'agit quasiment de tricherie, puisque, comme je vous le disais, le négociant n'est jamais contraint par sa production. Il trouvera toujours du raisin, peu importe d'où, puisque le négociant n'a pas pour obligation d'indiquer la provenance spécifique de ses raisins, c'est-à-dire qu'il peut les acheter par exemple au nord, tandis qu'il va vinifier au sud, ce qui peut poser quelques soucis. Et ici, moi, je vais couper la poire en deux, ou en tout cas ne pas faire de choix, puisque mon argument par rapport au négoce, savoir si on est pour ou si on est contre, pour moi ne vaut rien, puisque ce qui prime, c'est le goût, c'est ce que l'on va ressentir dans le verre, et pour moi, il n'y a que la pratique. Et d'ailleurs, je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de goûter des vins de négoce, si vous étiez en pleine conscience lorsque vous avez goûté et apprécié ces vins, et si vous n'avez pas encore goûté de vin issu du négoce, pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous freine? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Et donc on arrive à cette question cruciale. Que va faire le consommateur lorsqu'il sera devant les rayonnages et qu'il sera tout seul? Alors il faut savoir que le négoce, comme toute autre profession dans le vin, est réglementé et à ce titre, il est obligatoire d'apposer sur l'étiquette la provenance du raisin. Bien entendu, il y aura peut-être cet écueil que la provenance du raisin est assez large, c'est-à-dire que si le raisin vient de France, ce sera mentionné sur l'étiquette, s'il vient d'un pays de l'Union Européenne, soit il le spécifie, soit il sera fait mention de raisin de l'Union Européenne, tout simplement. Du reste, lorsqu'on veut absolument savoir d'où vient le vin, c'est-à-dire s'il est d'un vigneron ou s'il est d'un négociant, on peut se fier à la capsule qu'il y a au-dessus de la bouteille. Sur la capsule, on pourra lire 3 types de mentions qui seront représentées uniquement par la première lettre ou avec le mot en entier. Vous aurez donc le R pour récoltant, donc c'est celui qui récolte son raisin qui a ses propres vignes. On a également le E pour entrepositaire agréé, un genre de cave coopérative ou négoce. Et le N de négoce ou en tout cas non récoltant, donc ça c'est une profession qui achète son raisin ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'en est pas propriétaire à la base. Bien sûr, et du reste, la plus grande partie de la qualité du vin va se jouer dans la façon dont le professionnel qui le fait a de percevoir le produit. J'étais personnellement extrêmement surprise de découvrir des vins de négoce d'une qualité incroyable et même d'avoir goûté des vins que je trouvais fantastiques et qu'on me dise ensuite, à ma grande surprise, qu'il s'agissait de vins de négoce. Donc bien entendu, ne partez pas avec des a priori, ce serait dommage de vous priver de découvrir toute une frange du monde viticole. Victoria humaniste.
On arrive à ma partie qui, je pense, va devenir ma préférée, c'est ma sélection pour vous. Alors, je tiens à annoncer que ce n'est pas sponsorisé, que ces bouteilles ont été achetées avec mon propre argent et j'ai eu la chance de rencontrer ces professionnels qui ont fait ce vin et donc je peux vous en parler avec beaucoup plus d'humanité. Alors la première bouteille, c'est la Mondeuse Gamay d'une vigneronne qui s'appelle Coraline Boget, qui est savoyarde. Elle vinifie son vin à côté de Aix-les-Bains. J'y étais ce week-end pour enregistrer un podcast avec elle d'ailleurs. Le podcast est Vin Pertinent, n'hésitez pas à aller checker ce que ça vaut. Elle a choisi de faire son vin en négoce tout simplement parce qu'aujourd'hui elle ne possède pas encore de vigne. Elle a eu cette chance de connaître la vigne du vigneron qui lui a vendu son raisin puisqu'elle a participé à son entretien. Donc finalement c'était ses vignes ou rien et elle a fait je pense le meilleur choix de sa vie. On est sur donc un assemblage de Mondeuse et de Gamay qui sont des cépages rouges et en termes de goût, on est sur ce qui se rapprocherait d'un bonbon selon moi. Donc c'est un vin qui est ultra frais, ultra jeune, mais dans le bon sens du terme, qui est plutôt sur des arômes de fruits rouges type fraise et framboise. Et franchement, j'avais l'impression de goûter un créma. Donc c'est un vin de copain, c'est un vin heureux et c'est un vin d'une grande qualité. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez le faire. Je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'infos pour peut-être lui commander des bouteilles. Et ensuite, on a un de mes vignerons préf de tous les temps, je pense. Et en fait, je suis allée visiter son domaine il y a quelques semaines déjà. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là que depuis le début, je dégustais du vin de négoce. Et j'ai été un peu brusquée par cette idée parce qu'effectivement, moi aussi j'avais cette image ultra négative du négoce. Et en fait, non. Ce qui se passe, c'est qu'il achète du raisin à des amis à lui, donc qui ont quasiment la même philosophie. Ils partagent par exemple les mêmes labels, les mêmes valeurs et on sent que vraiment chacun prend soin de sa terre et que le produit à la fin il est top. Je veux bien entendu parler de Mathieu Barret à Cornas. Mathieu Barret, c'est ce mec ultra rock'n'roll qui fait des cuvées de ouf avec un petit nounours dessus. Non mais regardez-moi comme c'est trop mignon. J'adore. Alors moi mon coup de cœur initialement c'est le Petit Ours, mais là j'ai plutôt craqué pour la cuvée Zinzin. Et c'est un vin de copain qui se boit à l'apéritif, qui est assez jeune puisqu'il est de 2018 et encore une fois on est sur des fruits rouges, des choses un peu croquantes, un truc qui demande pas trop à intellectualiser en fait le vin et c'est peut-être ça que j'apprécie. Ce sont des vins chez Mathieu Barret, en tout cas les vins de négoce, qui sont des vins d'entrée de gamme qui donnent juste à être dégustés, à être appréciés avec des gens qu'on aime et point barre quoi. On n'a pas besoin de réciter de la poésie et en parler pendant 107 ans, c'est juste bon, un point c'est tout. Bref, vous l'aurez compris, les vins comme ça, je peux en parler pendant des heures mais il va bien falloir que ça se termine, non ? Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris quelque chose. Comme chaque semaine, je vous mets au défi de replacer ces informations dans une conversation que vous aurez et qui sait, peut-être qu'en allant acheter du vin, que ce soit chez le caviste ou en grande surface, vous serez plus attentif aux parties prenantes qui ont permis d'élaborer le produit que vous vous apprêtez à consommer. N'hésitez pas à me le faire savoir, bien entendu je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Si vous appréciez mon contenu, je vous invite à me retrouver sur Instagram où je suis quand même très active et où on peut partager cette aventure ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mercredi prochain et surtout, santé! Dans le sud-ouest, tu as une appellation qui s'appelle Côte de Duras et tu as un cépage qui s'appelle le Duras. Mais elles n'ont aucun lien. Il n'y a pas de Duras dans l'appellation Côte de Duras. Et donc là, il faut expliquer ça aux gens en disant mais si, c'est très simple, vous allez voir. Non, c'est pas très simple du tout. Il y a des choses qui sont très compliquées, mais c'est ce qui fait le charme du vin et c'est peut-être aussi le charme de la langue française.